De 5e année littéraire, nous venons à vous avec une leçon dans le cadre de notre cours de latin. En ce moment difficile, une période d'incertitude, nous ne pouvons pas vous laisser comme ça. Le complexe scolaire pense toujours à vous de temps à autre. Par rapport au cours que nous allons ici et maintenant avoir, nous avons la chance de nous rappeler les quelques notions vues antérieurement dans telle ou telle autre branche pour aboutir à notre cher latin. La fois passée, dans le cours d'histoire par exemple, parce que le latin c'est un touche à tout, nous avons appris que il y a possibilité de connaître ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est passé antérieurement. Il y a moyen de connaître cela grâce à certains vestiges, certaines traces. Si je pose la question par rapport aux traces, par rapport aux traits qui marquent qu'il y a eu une vie dans tel ou tel autre endroit, vous allez me citer c'est à quoi je pense, notamment les monuments. Il y a les monuments, il y a les écrits. Il y a plein de choses qui peuvent faire voir que dans le passé, il y avait eu une vie à tel ou tel autre endroit. Aujourd'hui, là, la question que je vous pose plutôt, c'est celle de savoir le nom du tout premier orateur, écrivain que nous avons eu en début d'année. Au début de l'année, nous avons eu un grand écrivain, un grand orateur qui peut rappeler son nom, juste son nom. Ah oui, très bien, mon cher ami, c'est Marcus Tullius Cicero, donc c'est Cicéron que nous connaissons tous. En dehors de Cicéron, nous avons eu encore bien d'autres écrivains qui ont quand même laissé au monde leur connaissance littéraire, pratiquement qui touchent à tous les domaines de connaissance. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Nous sommes en face d'un nouvel écrivain qui est d'ailleurs le dernier de l'année. Il est connu à travers sa plus grande œuvre qui est en train de parler de l'ancêtre, du commun ancêtre de tous les Romains. Bon, je pense qu'on avait une fois cité son nom. Et là, je vous demande de citer juste le nom de cet ancêtre commun de tous les Romains qui est prêt. Très bien, c'est Aîné, d'accord, c'est Aîné s'écrivant comme ceci, c'est l'ancêtre commun de tous les Romains. Comment cette histoire passée nous est parvenue? C'est grâce aux écrits toujours, et celui qui a écrit toute l'histoire de Rome, nous citant la genèse, la fondation de la ville de Rome, c'est l'auteur que nous allons apprendre, dont nous allons apprendre la vie et les œuvres aujourd'hui. Il s'appelle Publius Vergilius Maro. Et notre leçon, c'est une exploitation culturelle. Nous allons apprendre non seulement la vie, mais aussi les œuvres, même si celles-ci font partie de la vie. Vous allez retenir avec moi que Virgile, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, Virgile, il est né à Mantoue. Mantoue, c'est aux Andes, en Italie du Nord. Il est né le 15 octobre 70, mais nous allons appeler 70 ACN, donc avant Jésus-Christ. Il a été élevé à côté de ses deux frères, Silon et Flaccus. Il s'était révélé que les membres de cette famille-là, de 3 enfants, un père et une mère, avaient eu une santé qui n'était pas bonne. Ils avaient une santé médiocre parce que
le père les avait quittés encore jeunes. Les deux frères de Virgile, Silon et Flaccus, eux aussi, étaient morts l'un après l'autre. La mère s'était remariée et elle est morte peu après son remariage. Il est le seul de sa famille qui a survécu et vous allez comprendre avec moi que quand bien même les parents n'étaient plus là, le devoir de la société c'est d'envoyer et les enfants qui ont leurs parents et les orphelins à l'école. C'est comme ça que vers sa 12e année, il a été envoyé à Crémone. C'est une ville. Il a appris le grec comme langue. Il a appris la métrique ainsi que l'histoire avant de partir à Milan pour des raisons d'études toujours. Je voulais revenir sur la métrique pour vous dire que c'est ce que nous pouvons appeler dans le cadre du cours de français la versification. Donc l'ensemble des principes et règles qu'on doit suivre pour composer un vers. Et qui dit un vers voit un poème. Alors, il a appris à composer des poèmes grâce à la métrique. Il avait aussi appris quelques notions de rhétorique. La rhétorique, c'est l'ensemble des règles qu'on doit suivre pour arriver à bien dire, pour arriver à bien parler. Bien parler ne signifie pas prendre des gros mots de dictionnaire pour pouvoir épater la salle, les interlocuteurs. Non. Bien parler, c'est arriver à convaincre. Et il avait appris toutes ces règles, tous ces principes-là dans la rhétorique. Mais malheureusement pour lui, parce que la santé n'a pas été rose, n'a pas été bonne, n'a pas été efficace, on apprenait la parole, on apprenait à dire pour, évidemment, être avocat, pour aller livrer ce combat oratoire. Mais lui, parce que la santé n'a pas été bonne, il n'a pas pu aller livrer ce combat oratoire au forum. Il s'est mis loin de tout ce qu'il y a comme échange, comme dispute par rapport à tel ou tel autre sujet scientifique, littéraire et consort. Attention, parce que son enfance n'a pas été bonne, ceci l'a amené à des méditations, parce que même vous mettez-vous à sa place, vous ne pouviez que faire ça, vous mettre tout le temps à réfléchir, les parents déjà morts, ceux avec qui on était nés, les frères, déjà morts, il était resté seul. Ça ne pouvait que l'amener à des méditations. Et quand on parle de la méditation, attention, c'est de là que va venir ces écrits. Le point B donc, les œuvres, vous allez retenir que Virgile, que nous avons appelé Publius Vergilius Maro, a été un poète. Le poète naît poète, mais attention, l'orateur peut devenir orateur. Poeta nascitur, orator fit. Les différentes circonstances mauvaises d'enfance connues par Virgile l'ont conduit à composer 3 titres poétiques. Ce sont là donc les livres que vous voyez que nous appelons les œuvres littéraires. Il a écrit les Georgiques, il a écrit les bucoliques qu'on appelait encore églogues. Il a écrit enfin son chef-d'œuvre qui est l'Énéide. Dans les Georgiques, tout comme dans les bucoliques, il est question ici de la vie aussi bien champêtre que pastorale, c'est-à-dire le champ ainsi que l'élevage. Il a pensé que la vie pouvait
encore passable si jamais les lecteurs pouvaient se tourner vers ces deux domaines qui sont le service dans les champs, donc les champs, l'agriculture bien sûr, ainsi que l'élevage. Il a loué les anciens Romains qui étaient la main à la charrue par rapport à ces deux activités, l'agriculture et l'élevage. Et son œuvre principale, qui est l'Énéide, comme je l'ai dit au début, c'est toute l'histoire de la ville de Rome, partant de sa fondation jusqu'à Romulus, qui est appelé le fondateur de la ville de Rome. Donc, ce sont là les trois ouvrages de Virgile que nous ne devons pas oublier. Alors, pour cette année, nous aurons le tout dernier texte qui sera un début, donc une introduction à l'œuvre principale qui est l'Énéide. Nous l'aurons dans les tout prochains jours, à la prochaine heure, mais demain je retenais que ces trois œuvres-là sont de la main de Virgile. Nous ne pourrons pas terminer les quelques lignes concernant la vie et les œuvres de Virgile sans vous demander de déposer ce devoir. Le devoir concerne le buste de Virgile, c'est-à-dire une photo, disons, un portrait physique, c'est-à-dire une image, une photo, disons, concernant les figies de cet auteur qui est Publius Vergilius Maro. C'est la première question, celle-là. La deuxième, vous allez prendre notre Énéide dans le recueil des textes qui sont alignés pour cette année. Vous allez prendre la première phrase, je ne dis pas la proposition, mais la phrase. Partez du premier mot qui est arma dans ce texte-là jusqu'au tout premier point. C'est ça la toute première phrase. Vous allez analyser les formes verbales. Ce sont là les deux questions par rapport à la vie et aux œuvres de Virgile. Donc, nous allons déposer ces devoirs à l'école. La porte sera ouverte pour ceux qui viennent déposer leurs devoirs et qui rentrent vite. L'heure n'est pas indiquée, on est là à tout moment. Très chers élèves, nous vous aimons bien, nous souhaitons que vous vous portiez bien, nous espérons que nous allons nous voir. N'oubliez pas que nous avons un ennemi commun, mais qui lui a l'avantage d'être invisible. Ses coups et ses attaques, nous pouvons les éviter en respectant les gestes barrières que nous connaissons déjà par cœur. Portez-vous bien, ou allez.